Et saucisson Henri Raffin. Charcuterie familiale depuis 1937. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'info dans les Alpes. Au sommaire ce soir, l'inquiétude et l'incompréhension à Aix-les-Bains. Le pôle Espoir et le pôle France d'aérobic doivent être délocalisés à l'issue de la saison sportive. Les résultats sont en baisse. Nous serons en direct avec la directrice technique nationale dans ce journal. Le bleu de chauffe pour le FCG avant le déplacement à Paris samedi. Le Stade français, tenant du titre du top 14, est au menu des Grenoblois. Un match clé qui ouvre une série de rencontres de haut niveau. Dans votre édition nationale à 19h30 avec Carole Gessler, la crise agricole et une lueur d'espoir à l'approche du salon de l'agriculture. La grande distribution tente de donner des gages aux éleveurs de porcs bretons. Certaines enseignes promettent de garantir un prix minimum aux producteurs. Et puis la pollution à l'arsenic dans les mines du Gard. Des dizaines d'habitants d'une commune du Gard contaminés au plomb et à l'arsenic, des métaux lourds cancérogènes. Ils sont tous riverains d'anciennes mines fermées il y a 45 ans. Mais pour débuter ce journal, nous partons à Saint-Quentin-Fallavier en Isère pour vivre le départ d'un convoi humanitaire à destination de l'Ukraine. Le conflit armé, la crise politique qui perdure a entraîné là-bas une grave crise économique. Ce sont donc 4 camions de la Croix-Rouge française qui ont pris la route pour l'est de l'Ukraine. Aurélie Massé et Grégory Lespinasse. Août 2014. Les images de l'exode dans l'est de l'Ukraine. Les habitants fuient les combats des villes assiégées. Une crise humanitaire dont la Croix-Rouge est le témoin. Présente dans la région de Zaporijjia, l'association voit arriver un flot de populations déplacées. Ils ont quitté du jour au lendemain leur domicile dans ces régions de guerre. Ils ont entassé leurs effets dans la voiture et ils sont partis plus vers l'ouest, trouver un asile au sein de leur pays, mais pour autant en ayant abandonné totalement métier, maison, effets personnels. Donc ils vivent dans des centres collectifs, dans des gymnases que les communes de l'Ukraine a dédiés à ce 1 600 000 personnes déplacées qui rentrent dans leur 3e année de déplacement interne. Des conditions de vie extrêmes dans des régions où le mercure atteint parfois moins 20 degrés l'hiver. Alors, sur ces palettes, la Croix-Rouge a entassé 123 mètres cubes de vêtements chauds donnés par un hypermarché. Pour le transport, une entreprise de logistique offre camions et chauffeurs. Bien implantée en Europe de l'Est, elle voulait apporter sa contribution. Ce qui nous a séduit, c'est 2 choses. C'est un, dans le cadre de la responsabilité sociale de notre entreprise, c'est donner du sens à cette responsabilité sociale. Ensuite, au regard, je dirais, de notre présence significative en Ukraine et en Europe de l'Est, il nous a semblé évident, je dirais, d'accompagner la Croix-Rouge dans une telle action humanitaire. Le convoi devrait mettre une semaine avant d'arriver à destination. 13 500 Ukrainiens en bénéficieront. À lire sur notre site internet France 3 Alpes, cette affaire de soupçon de placement abusif. Le cas d'une mère, Rachel, privée depuis 6 mois de ses 3 enfants autistes sur décision de justice. Il mobilise le milieu associatif. Depuis l'été, cette mère célibataire de Saint-Marcellin ne voit plus ses enfants qu'une demi-heure tous les 15 jours. La cour d'appel de Grenoble se penche sur ce dossier demain. À Mechevette, en Haute-Savoie, le centre de vacances Les Rosiers est ce soir fermé. Ainsi en a décidé le maire de la commune après une intoxication au monoxyde de carbone de plusieurs vacanciers. 6 personnes ont été hospitalisées en Haute-Savoie et 2 femmes enceintes à Genève. Un chauffage au fioul défectueux semble être à l'origine de ces maux. En tout, le centre abritait 77 personnes hébergées ce soir à la salle des fêtes. La route de secours du Chambon, fermée la nuit pour cause de travaux. 3 mois après sa mise en service, elle est fortement dégradée par des éboulements et des mouvements de terrain. La route sera donc fermée toutes les nuits, du dimanche soir au vendredi matin, de 21h30 à 5h du matin, et ce jusqu'au 25 mars prochain. Je vous le disais dans les titres, la stupeur à Aix-les-Bains après l'annonce par la Fédération française de gymnastique de sa volonté de délocaliser le pôle France de gymnastique aérobique à l'issue de la saison sportive. Une décision qui serait due à des problèmes d'organisation et à un manque de résultats. À Aix-les-Bains, où le pôle France est très implanté, on ne digère pas la nouvelle. Voyez le reportage de Marion Feutry et Anne Ployard. Ils incarnent le meilleur de l'aérobic français.
les sportifs du Pôle France d'Aix-les-Bains. 30 gymnastes formés ici à la compétition de haut niveau. Allez, on lance! 22 heures de cours par semaine pour les juniors et parfois de gros sacrifices. C'est vraiment une passion, sinon je pense que je ne serais pas partie aussi loin de ma famille pour quelque chose que j'aime pas faire. C'est vraiment, j'en ai besoin en fait tous les soirs. Avant j'habitais pareil que Aude, on habitait sur la Côte d'Azur, puis j'ai déménagé ici et maintenant c'est beaucoup plus simple. Une implication de tous les instants, aujourd'hui remise en question, car le Pôle France est en passe d'être délocalisé, une décision de la fédération qui provoque le désarroi des familles. Il y a des parents qui ne sont pas là, qui n'ont rien compris, qui ont leurs enfants au téléphone et les enfants pleurent en disant qu'est-ce qui arrive, nous on ne veut pas partir, on veut garder nos entraîneurs, on ne comprend pas. Une incompréhension d'autant plus forte que les performances sont là. Sacrés champions d'Europe en novembre dernier, les jeunes ont reçu ce matin le soutien de Christophe Lemaître, venu en voisin. Il y a quand même un groupe très fort, il y a un groupe qui fait des résultats sportivement qui font de très bonnes choses. Et donc c'est un peu dommage d'un point de vue sportif que ce pôle soit délocalisé. Depuis 2005, cette structure a été capable de ramener plus de 520 médailles internationales, champion du monde, champion d'Europe, vainqueur des Jeux mondiaux. Attendez. Tout aussi surpris, le maire d'Aix-les-Bains a demandé à rencontrer la fédération, bien décidé à conserver ce fleuron du sport aixois. Et pour réagir, nous expliquer les raisons de cette annonce, Corinne Gallon, qui est directrice technique nationale de la Fédération française de gymnastique, est en direct depuis nos bureaux de Paris. Bonsoir, merci d'être au rendez-vous de France 3 Alpes. Pourquoi donc délocaliser ce pôle espoir alors qu'il engrange les résultats ? Oui, bonsoir et merci de votre invitation, puisque je sens bien qu'il y a besoin d'éléments de compréhension. Donc effectivement, pour retracer le contexte, nous sommes dans l'organisation du haut niveau, la prérogative de l'État. Et donc effectivement, la décision prise non pas par la fédération, mais par le ministère, conjointement après une analyse qui a duré à peu près 6 mois dernièrement, la fin 2015, nous avons fait le choix conjointement avec le ministère de délocaliser le pôle parce qu'il y a effectivement quelques faiblesses aujourd'hui au niveau de l'environnement. Est-ce que vous pouvez être plus précise ? Vous évoquez des problèmes d'organisation, lesquels exactement ? Oui, donc problème d'organisation, c'est plus lié à la performance que l'on souhaite maintenant aussi pérenne, que les résultats sont là, mais il faut penser à l'environnement aussi post-carrière, par exemple. Besoin de pérenniser un système dans l'environnement économique actuel, un suivi médical, suivi scolaire, suivi universitaire et surtout une ouverture du pôle avec d'autres disciplines côte à côte. Et donc, tout ce qui est, j'allais dire, ouverture à la performance et pourtant, dans un établissement d'État. Ce pôle Espoir et ce pôle France sont adossés à l'Union gymnique d'Aix-les-Bains. Vous le connaissez, c'est une institution, un club qui est presque centenaire. Oui, le pôle est effectivement adossé à un club. Et donc, le choix aujourd'hui, c'est de se rapprocher d'un établissement d'État entouré d'experts, pérennes, avec une mutualisation des moyens. Parce qu'un environnement de club n'est plus satisfaisant pour un niveau d'excellence du parcours de l'excellence sportive, de l'organisation du sport de haut niveau. En 2 mots, vous avez une idée de la destination de ce pôle à Clermont-Ferrand, à Aix-en-Provence, en 2 mots ? Oui, il y a deux sites aujourd'hui sur lesquels nous travaillons. Effectivement, le CREPS d'Aix-en-Provence, c'est le site de Clermont-Ferrand qui est un site d'entraînement du CREPS de Vichy. Sur lequel il y a déjà des pôles France dans d'autres fédérations, telles que le judo, la lutte, etc. Et on se regrouperait auprès de ces établissements-là. Merci beaucoup. Donc on est dans un timing suffisant. Je rassure les parents une nouvelle fois et les gymnastes. Nous ne sommes qu'au mois de février, donc nous allons prendre le temps ensemble pour délocaliser le pôle, parce que ce n'est effectif qu'au mois de septembre. Parfait, donc, merci beaucoup, on est bien Corinne sur une Gallon. préparation du prochain cycle. Merci pour toutes ces explications. On n'a plus le temps et on doit poursuivre dans ce journal. Merci
Encore pour ces explications, nous partons maintenant à Annecy où 2 jeunes entrepreneurs font parler d'eux. Rémi Thomas et Sylvain Montreuil sont revenus du plus grand salon mondial des objets connectés et de l'électronique de Las Vegas aux États-Unis, auréolé de succès. Rencontre avec Maxence Regnault et Serge Voret. C'est un rituel du jeudi matin. Ici, une dizaine de start-upers, des créateurs d'entreprises, se réunissent pour échanger et nouer des relations. Car depuis un an, Annecy bénéficie du label French Tech promu par le gouvernement. L'objectif, aider tous les porteurs d'idées à les concrétiser, d'abord avec une mise en réseau. J'apparente vraiment la création d'entreprise à gravir une montagne. Et dans cette ascension, finalement, à un moment ou à un autre, on a besoin de partager son expérience avec d'autres personnes qui eux-mêmes montent la même montagne. On avait une idée, on a des compétences techniques, mais par contre on n'a pas des compétences en relation business, des contacts de réseau en networking pur, contact clientèle, et on a besoin d'être encadré et entouré pour la réussite. Aujourd'hui, ils sont des dizaines à être en phase de création ou en phase de croissance. Pour ces entrepreneurs, la French Tech, c'est un support technique, un support financier, mais également et surtout des retours de réussite annécienne. C'est le cas par exemple de InEmotion. Cette société vient de remporter des prix internationaux comme le CES de Las Vegas 2016 et s'installe petit à petit dans le monde du sport professionnel. Si par ces prix-là, on a un écosystème d'Annecy qui se développe et qu'on crée donc d'autres réussites, tout le monde est gagnant, puisque quelque part ça va porter les projecteurs sur ces sociétés-là, auprès d'investisseurs, auprès de clients. On a vraiment un territoire ultra dynamique qui ne demande finalement qu'à exploser. Donc en fait on est là pour dire ben voilà, on a ces acquis, faisons quelque chose de meilleur encore pour le territoire et faisons que chaque année on ait des pépites comme ça qu'on puisse propulser au niveau international rapidement. Notre objectif c'est un champion tech par an. En France, Annecy fait figure d'exception face à des métropoles telles que Marseille, Lyon ou Paris. La French Tech dans les Alpes, c'est aussi Grenoble et Chambéry. Au-dessus d'Annecy, le massif des Bauges. Nous vous parlions hier soir de Hello Kitty, une belle tarine de la Motte-en-Bauge qui se prépare pour le salon agricole de Paris. Eh bien, rencontre ce soir avec une voisine, Divine, une vache de race Abondance. Elle fait ses classes en ce moment. Elle apprend à défiler pour le prochain salon de l'agriculture savoyarde de Chambéry. Allez Divine, hop. Non. Cédric apprend à sa vache à défiler, car elle sera bientôt en compétition avec d'autres Abondances venues de toute la France. Bon, en fait, voilà, faut que la vache elle se tienne à peu près la tête droite, qu'elle soit à côté de moi, que j'arrive à l'arrêter quand il y a besoin, voilà, comme ça. Et après, le principe, c'est qu'elle reparte dès que j'insiste. Voilà. Le dressage, c'est une affaire de famille. Félix et Lucie aident leur père, car chaque détail compte. Avance un petit peu. Elle a la patte devant qui est un peu trop en arrière quand même. On voit qu'elle est tendue sur ses pieds, mais voilà. C'est un peu comme un défilé sur un podium, quoi. Il y a des pauses, enfin, faut qu'elle essaye de tenir une pose où elle paraît le plus naturelle possible et où on la voit le mieux possible, quoi. Ça m'amuse, ça me fait du bien et puis c'est les vaches, c'est un peu, c'est une deuxième famille un peu. Je les aime bien, surtout que enfin ma vache elle est devenue adulte, je crois qu'elle est là et c'est ça qui me rend la plus heureuse. Heureuses, les vaches du GAEC du printemps le sont aussi. Elles sont câlinées, chouchoutées, nourries avec du foin sec tout au long de l'année. Et c'est cette façon de travailler que Cédric veut expliquer lors de chaque salon de l'agriculture. Une vache, elle ne s'arrête pas de manger un jour et puis on recommence on y pense le lendemain. C'est voilà. Puis en plus, vu que c'est des vaches qui font du lait, c'est un peu comme des sportifs, quoi. On fait des produits sous signe de qualité. Cette qualité, elle ne vient pas de nulle part, quoi. On a un vrai cahier des charges derrière, on a des contraintes. C'est aussi aller présenter ça, puis discuter de ce qu'on fait. Quelquefois, l'image de l'élevage n'est pas extraordinaire, quoi. Et alors qu'en fait, on fait un métier qui est quand même passionnant, puis on fait un super métier, quoi. Le GAEC du printemps n'est pas un cas isolé. Sur l'ensemble de la Savoie et de la Haute-Savoie, 84% du lait produit est transformé en fromage sous appellation de qualité. Troisième et dernier épisode de notre série sur les tests d'entrée au groupe Commando Montagne des chasseurs alpins. Après une semaine d'épreuves toujours plus dures,
L'heure est désormais aux résultats pour les candidats toujours en lice et la sélection est là encore impitoyable. Jordan Guéant, Maxime Kemener et François Hubault pour le montage. On sait qu'à un moment, on ressent certains muscles de notre corps, qu'on sait qu'après, si on ne se stoppe pas tout de suite, l'épreuve suivante va être assez rude physiquement. Au moment où je me suis blessé à mon genou, j'étais plus en pression par rapport à un autre jour comme en ski de randonnée où là j'étais bien plus à l'aise. Parcours du combattant et test de tir. A priori pour des militaires entraînés, ces ultimes épreuves sont faciles. Mais avec seulement 2h30 de sommeil en 5 jours, l'erreur, la faute d'inattention guette et la pression monte. Ensuite, on court à 100 mètres. À 100 mètres, position couchée, bras francs, une doublette sur la cible basculante de gauche en 6 secondes. T'es prêt? Top! Allez! Ok, top! Top! Plus ça va être facile, plus on va se mettre la pression parce qu'on n'a pas le droit à l'échec. Et de toute manière, qu'on prétend aller chez les commandos montagne, enfin moi pour ma part, je pense qu'on n'a pas le droit à l'échec. Et puis vient le jury. 20 minutes pour un entretien très personnel, pour s'assurer que les candidats au GCM ont bien compris leur future mission. Une grande polyvalence, que ce soit autant qu'en montagne, que sur le combat, sur les acquis de base militaire, que sur l'état d'esprit. Mardi, ils étaient 9. À l'annonce des résultats, ils ne sont plus que 4. Une première sélection naturelle avant la sentence. Seuls 2 candidats sont retenus. Ça casse pour le sergent Damien. Inscrit d'office au test GCM début 2017. Ça passe pour le caporal Nicolas. Apte à suivre la formation initiale GCM et à servir au GCM. Garde. Donc, on ne peut pas dire que je suis satisfait parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais je sais que je peux y arriver. On est là-dedans, on veut aller toujours aller plus loin, donc c'est vrai que c'est peut-être, à mon avis, à mon propre avis, c'est au fond de nous et ça ressort quand le moment évolue. À l'entraînement comme en mission, le jeune caporal n'aura désormais plus qu'un seul mot en tête, exigence. Et l'on part maintenant au stade Bachelard à Grenoble prendre la température au FCG avant son déplacement à Paris face au Stade Français en top 14. Les Grenoblois qui se sont inclinés samedi dernier devant le Métro Racing. Frédéric Lefrançois et Maxime Kemener. Pour le FCG en ce moment, c'est ambiance un pari après l'autre. Le Racing la semaine dernière, le Stade Français cette semaine. 2 matchs successifs face au club de la capitale en espérant que le deuxième pari soit plus réussi que le premier. C'est ce qu'il peut y avoir de mieux, c'est une équipe qui est venue nous battre, c'est le champion de France en titre, donc voilà, pour remonter à cheval, c'est ce qu'il pouvait y avoir de mieux et j'espère qu'on va faire un bon match et qu'on va vite se remettre, garder la continuité et pas perdre le fil conducteur qu'on avait depuis un moment qui nous réussissait bien. Sur le papier, au classement, Grenoble 10e et devant avec 3 petits points d'avance sur le Stade Français. Un Stade Français moins fringant que l'an passé, c'est clair. Mais il n'empêche que la formation parisienne reste un groupe solide qui, même privé de ses internationaux, pour cause de 6 nations, donnera du fil à retordre aux Isérois. On tombe sur une équipe du Stade Français qui a repris une dynamique positive, qui va enchaîner les réceptions aussi, qui veut emmagasiner le maximum de points. Donc il n'y a pas lieu de se relâcher et il faut y aller avec beaucoup d'envie, beaucoup d'intention. Pour le FCG, ce match à Paris sera important, mais pas capital. Son avenir dans le top 14 ne se jouera pas sur la pelouse du stade Jean-Bouin. Mais le suspense et l'intérêt sportif de cette fin de saison sont intimement liés au résultat de samedi. Une victoire à Paris nous permettrait justement de nous relancer et puis de regarder un petit peu à nouveau vers le haut. Donc avant la réception de Clermont et le déplacement de Toulon, ce serait bien. Mais on a 4 matchs de très très haut niveau et on s'était dit qu'il faudrait au moins en gagner un. J'espère que ce sera ce week-end.
Il y a un an, Grenoble s'était imposé en terre parisienne face au futur champion de France. Le club va-t-il rééditer sa performance? Les paris sont ouverts. Des terrains aux jeux virtuels au Palais des Sports de Gerland à Lyon. Tout ce week-end a lieu une compétition de e-sport, une vaste rencontre sportive qui se joue avec un clavier et un écran. Farid Daoud et Laure Croza. C'est souvent comme ça ne tient qu'à un fil. Bon, là, ça tient surtout à un câble et à la connexion Internet qui va avec. Parce que pour le tournoi qui se prépare, faut être câblé. Câblé pour jouer en réseau à League of Legends. 2 équipes qui s'opposent pour la conquête d'un territoire. Des matchs de folie et des commentateurs, comment dire, enthousiastes. Maxi, le corps qui est revenu sur sa mid lane, c'est catastrophique. Zid peut-il le faire? Il a plus de flash, il va essayer de... Là, c'était le jour du tournoi lyonnais il y a 2 ans. Depuis, ça a poussé, et pour l'édition 2016, on change de taille côté théâtre des opérations. Alors plus que jamais, faut être câblé. Ce qu'on redoute le plus ici, une coupure d'électricité ou d'accès Internet. On est quand même sur une connexion professionnelle avec un débit qui est nettement supérieur par rapport aux qualités de prestations qu'on peut trouver chez les particuliers. 1 giga symétrique pour la connexion, du gros débit, le fleuve Amazon de l'Internet, à la hauteur de l'événement. Il y a déjà 3000 billets prévendus, 16 web TV à la retransmission, 15 000 € de gains dont 8 000 pour l'équipe vainqueur. C'est la rencontre française de League of Legends, de tous les passionnés, des youtubeurs, des web TV, des joueurs. C'est vraiment un regroupement, c'est l'événement français de l'année sur League of Legends. Il n'est pas à Paris, il est à Lyon. Petit privilège, Maxime reconnaît le terrain avant la compétition. Les joueurs, vous serez ici, donc positionnés sur les différentes équipes. Quand il joue, Maxime s'appelle Elfen et son équipe, c'est Dreamlight. Alors on sait qu'on n'est pas du tout les favoris parce qu'il y a vraiment des équipes, des joueurs payés qui viennent ici et qui sont professionnels, qui gagnent leur vie en faisant ça. Moi je fais mes études à côté comme mes potes. On sait qu'on ne va pas terminer premier, mais on veut faire le meilleur résultat possible et puis faire les plus belles parties, quoi. Tout le week-end va y avoir du e-sport au Palais. Ça va résonner. Allez, retour au grand air. Dans la neige, de plus en plus de vacanciers sont tentés par un tour de promenade en chien de traîneau et certains professionnels proposent même de prendre les rênes de l'attelage. Reportage à l'Afécla de Renaud Gardette et Frédéric Pasquette. La neige est un peu lourde aujourd'hui, ça va pas aller très vite. C'est une neige fraîche, tombante, humide et particulièrement collante. Sandra est musher professionnelle depuis 25 ans. Les chiens de traîneau, c'est son virus, une passion dévorante pour ce sport qui fait rêver. Après quelques conseils à ses clients, elle les laisse conduire un traîneau. Ils sont venus chercher leur baptême de conduite avec quelques appréhensions au moment du départ. La peur de ne pas faire bien mon job et de partir dans les virages. Mais ça va le faire, c'est une première fois pour moi, donc j'ai confiance et une bonne coach, donc ça va le faire. Vous êtes confiant? Pas trop. Pas trop, j'appréhende un peu, puis on verra après dans les premiers virages. Surtout les virages qui me font peur. Il suffit d'un mot pour que le chien de tête embarque sa troupe. Entre les sapins, la meute évolue, il faut même freiner l'emballement de ces chiens habitués aux grands espaces. Allez, vite! Le stress est parti au bout de 2 minutes, ça s'est super bien passé. Je me suis pris une petite gamelle, mais très vite relevé, donc super. Franchement, c'était super bien, c'était vallonné, il y avait des descentes, des virages, super intéressant, voir comment les chiens fonctionnaient, un peu de vitesse à refaire. Vous comprenez l'engouement qu'il y a pour cette activité? Ah ouais, sans problème. Ouais. Et maintenant, c'est vrai que partir une journée avec eux, ça doit être super sympa. L'engouement pour cette activité est tel que Sandra a dû se regrouper avec 8 autres professionnels de la région pour répondre à une demande permanente. Ça fait rêver les gens. Quand ils arrivent chez nous, ils branchent la prise réalité et ils font du sport, déjà avec les chiens. Et le côté glisse est super agréable, d'autant que vraiment ça fait un binôme homme-chien. Et tu fais vraiment travailler le chien et tu te cales en fait au rythme des animaux. Donc je pense que c'est hyper agréable. Tu n'as pas besoin de prendre un billet d'avion pour t'évader, tu mets tes pieds sur des patins et ça marche. Allez bébé! Allez yip! Comptez entre 70 et 95 € la prestation, mais attention, les créneaux sont presque complets jusqu'à fin mars. Voilà, l'évasion ici dans les Alpes, c'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Tout de suite, votre météo régionale et le journal national avec